Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel update lecture. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 romans et 2 graphiques. Donc, je vais essayer de pas trop m'attarder parce qu'il y a quand même un peu matière. Je vous le dis tout de suite, sur ces 5 lectures, il y a une lecture assez fatigante que j'ai laissée traîner en longueur. Il y a d'ailleurs une lecture que j'ai complètement abandonnée, que je ne vous présenterai pas dans cet update. J'en ai parlé en vlog et je ne souhaite pas m'attarder sur cette lecture parce qu'en fait, j'ai pas envie de descendre plus l'autrice que ça, c'est pas mon but. J'ai donné mon avis dans un vlog. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, je pense qu'il sera déjà sorti. Sinon, en tout cas, je ne présente pas mes abandons dans les updates. Je vais commencer par vous présenter brièvement les graphiques que j'ai lus. J'ai lu le 2e tome de Death Note de Takeshi Obata et Tsugumi Oba chez Kana, pardon. Je trouve que dans ce 2e tome, on part vraiment plus sur quelque chose de plus policier avec un côté moins fantastique qu'on avait dans le 1. Maintenant, c'est bien ancré. On sait que Light a le Death Note. Et donc, on part vraiment sur comment est-ce qu'il va se dépatouiller avec ce Death Note. Et évidemment, on en apprend plus sur comment il peut l'utiliser, à quelle fin, enfin, surtout les différentes façons de l'utiliser. On en découvre un petit peu plus. Je pense que ça va être un peu la trame qu'il y aura sur tous les tomes de cette saga. C'est une saga que j'aime bien. J'aime bien la lire. Après, c'est vrai que j'ai quand même un petit kiff pour les sagas doudou plus que pour les sagas un peu gore. J'aime bien. On n'est pas sur... Enfin, gore. On va dire plutôt qu'on est sur du manga policier. Je trouve que ça fait un peu... Ce tome-là a fait un peu policier. Donc j'ai hâte de savoir comment ça va se passer par la suite. On a toujours évidemment ces grandes questions sur le bien, le mal, ces questions sur comment on se positionne, comment on se positionnerait si on était en possession du Death Note. J'ai lu ensuite le 4e tome de Minuscule de Takuto Kashiki chez Komiku Édition. C'est une saga que j'aime énormément. On suit toujours ces 2 petites bonnes femmes qui sont Akume et Mikoshi, qui sont absolument adorables comme toujours. C'est un manga tranche de vie, donc on suit toujours leurs péripéties, ce qui se passe. Il y a toujours des anecdotes qui sont un petit peu plus sportives que d'autres, il y en a qui sont plus douillettes, mais c'est vraiment une saga qui se déguste avec délectation tellement c'est agréable, c'est tellement chou, c'est tellement doudou. Je sais pas trop quoi dire de plus, si ce n'est que il n'y a pas de tomes qui sont moins bien les uns que les autres. C'est-à-dire que c'est le 4e, je suis en train de lire le 5e. Et je me dis pas des fois, ah tiens, celui-ci, il est un petit peu en dessous. Pas du tout. Et Barbara me faisait remarquer que le problème avec les tomes de Minuscule, c'est que c'était très très lent au niveau de la sortie. Et en même temps, on peut comprendre puisque le travail graphique est absolument fabuleux. Il est extrêmement minutieux. Alors là, par exemple, c'est très drôle. C'est l'esprit d'un moulin à café. On peut voir en fait le décor qu'il y a derrière. On voit bien que c'est fait avec minutie. On est toujours sur une thématique qui est quand même très naturelle, très portée sur le naturel, puisqu'elles vivent dans la forêt. Et elle rencontre, je cherchais un autre dessin, mais bon, bref, elle rencontre différents protagonistes et avec des corps de métiers différents. Donc ça nous permet de savoir un petit peu comment chaque métier peut se dépatouiller dans cette forêt et voir aussi tous ces personnages anthropomorphes, puisqu'on a plein d'animaux qui parlent et qui ont des comportements humains. Donc on est vraiment sur euh, Mikoshi et Akume, qui sont des petites humaines, en fait, on suppose, parce qu'elles ont tout d'humain, en fait, à part la taille, et ces animaux qui ont un comportement humain, alors que, voilà, ce sont pas des êtres humains, mais des animaux. Je vais commencer par la lecture que j'ai le moins aimée ensuite dans les romans, et après, il y en a un où j'ai vraiment pas aimé. Moi, s'il y a un petit ordre de... Non, il n'y a pas de petit ordre de préférence, parce qu'après, c'est 4 bonnes lectures, mais il y en a un qui était vraiment en dessous. J'ai lu le 2e tome des Sœurs Mitford de Jessica Fellow. Alors, chez La Martinière, je crois, Le Masque. La première chose que je dois dire sur cette lecture, c'est pourquoi. Pourquoi, voilà. Je vais m'arrêter là. Non, je rigole. Je me dis pourquoi, c'est-à-dire, j'ai la même problématique que j'avais dans le tome 1. Pourquoi cette saga s'appelle Les Sœurs Mitford Enquête, alors que ce ne sont pas les Sœurs Mitford qui enquêtent, mais c'est la domestique, Louisa. Ça me posait déjà fortement problème sur le tome 1. Je me suis dit peut-être que dans le tome 2, on parle plus d'une autre sœur. Non, mais en fait, c'est pareil. En fait, si on parle un peu plus d'une autre des sœurs, là, c'est plus de Pamela. Dans le tome 1, c'était Nancy.
Mais ça change rien, en fait. Il y a une enquête. Donc là, il y a un meurtre qui est commis dans la demeure des Mitford et c'est une des amies de Louisa qui va être accusée. Et Louisa va donc enquêter avec son ami Guy, qui lui est policier. Ils vont chacun mener l'enquête de leur côté pour savoir ce qui s'est passé. Le problème avec cette saga, c'est que les tomes sont pas tout petits. Il fait presque 500 pages. Et en fait, c'est extrêmement long. Il fait 460 pages. C'est extrêmement long. On tourne tout le temps en rond. C'est-à-dire qu'en fait, le livre ferait 250 pages. Ce serait une lecture sympa. 460, c'est une lecture hyper relou. C'est-à-dire que en fait, il y a des chapitres entiers où il ne se passe rien et où il y a des dialogues qui font pas avancer l'intrigue, qui ne permettent pas de comprendre mieux les personnages. Bref, des pages entières qui servent à rien, quoi. Et en fait, bah, on s'était dit avec certaines personnes du Patreon, on s'était dit, bah, on va donner une deuxième chance. Hein. Déjà, le premier n'était pas terrible. Bon, alors j'ai fait une vidéo sur mes sagas en cours que j'essaierai de vous mettre là ou là, je sais pas, je sais jamais de quel côté c'est parce qu'en plus la caméra est inversée, mais vous verrez, j'essaierai de mettre le lien. Et je m'étais dit, bah, pourquoi pas, je continue quoi. Et ben non, je m'enlève une saga pour 2024. Voilà, celle-ci, je l'enlève parce qu'en fait c'est trop relou. Alors, si vous aimez bien les Agatha Christie, j'ai envie de vous dire, peut-être que ça vous plairait, mais les Agatha Christie ont cette qualité d'aller beaucoup plus à l'essentiel et d'être beaucoup plus court. Le gros problème de Jessica Fellow, c'est qu'elle va nous tartiner pendant des pages et des pages. Et on ressent très peu l'ambiance des années 30, j'allais dire, 1925. On la ressent peu. On est sur des fonctionnements qui sont décrits, mais sans remettre en question. Par exemple, bon, bah, toutes les problématiques des femmes qu'on peut retrouver aussi chez Tracy Chevalier, mais chez Tracy Chevalier, l'autrice nous amène à nous poser des questions. Là, pas du tout, mais pas du tout. Et puis alors, le dénouement, à la fin, j'étais là genre, ah ouais, ouf, d'accord. J'ai plus ressenti du soulagement à me dire, ça y est, j'ai terminé ce livre. Parce que j'avais quand même envie de le terminer. Parce que c'est ça qui est terrible, c'est que l'écriture, elle est pas si mauvaise. C'est pas un problème d'écriture, c'est pas un problème de forme, c'est un problème de fond. Le problème, c'est que on a l'impression qu'elle essaye d'étirer sur une toute petite surface. Et elle tire comme ça, là, comme pour vraiment que ça soit long. On dirait qu'elle est payée à la note, comme on dit chez nous. On dirait qu'elle est payée au mot, quoi. Et c'est terrible parce que ça pourrait être pas mal si c'était beaucoup plus condensé. Là, le problème, c'est que la longueur du récit eh bien, va complètement desservir la plume et nous assommer. En l'occurrence, moi, ça m'a assommé. J'ai pas envie de continuer la suite. J'ai toujours quand même ce gros, gros bémol avec mais pourquoi ça s'appelle les Sœurs Mitford. Je suis désolée, moi, ça me hante, le genre de truc. Je suis là, mais c'est publicité mensongère pour moi. Voilà, bah écoutez, je dis donc adieu à cette saga. J'en retrouverai une autre. Non, j'en retrouverai pas d'autres. Surtout, j'en ai d'autres à lire en fait, parce que j'en ai une qui vient de se rajouter. Et j'en ai continué une autre. Je vais vous présenter ensuite, évidemment, les lectures que j'ai beaucoup aimées. Il n'y a pas vraiment d'ordre dans la suite des lectures que j'ai beaucoup aimées, donc je vais les prendre un peu comme elles viennent. J'ai lu le troisième tome de Jussi Adler-Olsen, des enquêtes du département V. J'ai lu ce tome en lecture commune avec Barbara. Et alors là, c'est l'opposé exact de ce que je viens de dire sur les sœurs Mitford. C'est-à-dire que Jussi Adler-Olsen, il arrive à nous faire tenir en haleine pendant 730 pages d'une enquête qui est extrêmement bien ficelée, mais c'est hallucinant. J'avais déjà beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2 et j'ai adoré le tome 3 et je me disais, à chaque fois que je finissais un chapitre, je me disais, mais comment il fait ça en fait? Comment il fait que je prends mon livre avec délectation alors que déjà l'histoire est sordide et en plus j'ai l'impression à chaque chapitre d'avancer quoi. Alors on avance, on n'est pas sur un thriller avec une grosse avancée hyper rythmée comme Donato Carisi par exemple ou alors Jérôme Loubry. On n'est pas du tout sur cette team-là, on est plus sur une team beaucoup plus lente, mais qui avance quand même énormément, je trouve. Dans cette histoire, on va suivre Karl Mork qui va se finir par se retrouver en possession d'une lettre qui était dans une bouteille, une lettre d'appel à l'aide. Et donc l'enquêteur va mener, Karl Mork et son équipe vont enquêter là-dessus, essayer de comprendre si c'est une vraie lettre, si c'est une fausse lettre. Comme d'habitude, on a toujours l'histoire de l'enquête sur laquelle il enquête, c'est-à-dire là, les protagonistes avec la bouteille. Et on a aussi l'enquête de Karl Mork avec Assad et avec Rose.
Et donc, on a ce lien avec souvent deux temporalités différentes. On a aussi la temporalité de ce qui s'est passé au moment de l'origine de l'enquête. Alors, pas au niveau des enquêteurs, mais au niveau du meurtrier, du séquestrateur, ça dépend du personnage, dirons-nous, un peu sombre de l'histoire. Et c'est bien mené parce que en même temps, il y a aussi le fait que on va suivre la vie personnelle des enquêteurs, que ça prend, c'est hyper bien dosé, la vie des enquêteurs et la vie de l'enquête. Je ne sais pas comment c'est fait, mais c'est extrêmement bien fait. Je pense que le fait que ce soit un format très long, ça prend vraiment le temps de tout installer, d'installer les personnages. On va être sur des questions d'intégration. Il y a plein de questions qui sont soulevées par rapport à la team d'enquêteurs. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Je ne peux pas vous en dire plus. Il y a quelqu'un de nouveau qui arrive et même si je l'avais vu venir, j'ai adoré ce personnage et pourquoi elle était là, je ne vous dirai rien. Mais en tout cas, c'était hyper bien. Évidemment, ça me donne envie de continuer avec plaisir. J'essaye juste de freiner un petit peu parce que je sais qu'il y aura 10 tomes en tout et qu'il n'y en aura point plus. J'en suis déjà au troisième, donc on ne se presse pas avec Barbara. Je pense qu'on lira le tome 4 en janvier. C'est vraiment, si vous ne connaissez pas les enquêtes de Jussi Adler-Olsen, je vous invite à les découvrir. Surtout, c'est hyper sordide, hein. Il y avait une histoire de séquestration dans le tome 1. Enfin, c'est des histoires, sauf que, en fait, l'auteur, il va pas dans le gore pour aller dans le gore. Il n'y a pas de description du morbide, du sordide, du glauque, ce qui fait qu'on n'a pas du tout ce sentiment-là, en fait. Pourtant, c'est monstrueux, hein, mais c'est monstrueux de façon... c'est un peu à la Bones, je vous en ai déjà... Quand j'avais fait la vidéo sur la comparaison série et livre, c'est-à-dire que on n'a pas dans Bones on voit des trucs horribles en fait qui arrivent à ces pauvres morts, mais on n'est pas pourtant dans le vicieux en fait, et c'est ça qui est vachement intéressant avec cette saga. Après c'est une saga qui prend son temps, faut aimer ce côté, ça s'installe et en même temps c'est pas si lent que en fait ça fait pas de détour. Enfin, ouais, c'est ça, ça fait peu de détours. Ah si, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à chaque fois, en plus de ça, il y a aussi une enquête qui est menée par la préfecture de police dans laquelle Karl Mork travaille. Et voilà, elle est vraiment loin, elle est lointaine à chaque fois l'enquête, mais ça vient vraiment nourrir, en fait, tout se nourrit, l'enquête actuelle, l'enquête ancienne, la personnalité des enquêteurs, tout ça, tout se nourrit, et c'est trop bien, j'adore. Donc je continuerai évidemment cette saga en 2024, et je me suis régalée à la lecture de ce tome. J'ai lu ensuite un livre qui est un petit peu un ovni, j'ai lu Bord de terre de Julia Thévenot chez Sarbacane. Alors ce livre, je l'ai eu à mon anniversaire il y a 2 ans et je l'ai mis plusieurs fois dans mes piles à lire. Je le trouvais absolument magnifique et je sais que c'est Isa des Chroniques de l'Hérisson qu'il avait beaucoup aimé. Donc ça me donnait envie d'y aller, c'est sûr, mais je sais pas pourquoi il y a toujours quelque chose qui me retenait un petit peu. Je sentais que voilà, j'avais du mal à franchir le pas. Il me tentait énormément et j'avais du mal à franchir le pas. On va suivre ici Inès, une jeune fille de 12 ans qui est au camping avec son frère Tristan, qui a 16 ans je pense, 16-17 ans. Et son frère est autiste. C'est jamais clairement nommé, ou en tout cas je l'ai peut-être nié, mais j'ai l'impression que c'est jamais clairement nommé, mais on le comprend assez vite. Et pendant qu'ils sont, je sais pas, en train de faire quelque chose, Tristan vient de se faire attaquer. Sa sœur évidemment l'a défendu et il voit le chien part vers une espèce de faille et ils vont traverser ce passage et se retrouver dans un monde complètement fantastique, complètement différent, un monde parallèle en fait, un monde complètement parallèle. À partir de là, il faut se laisser porter. À partir de là, il faut poser sa rationalité dans un coin et il faut se laisser emporter par ce monde qui nous happe, ce monde parallèle dans lequel les choses sont différentes et il faut prendre tout ce qu'il y a comme ça vient. Un peu comme, bah, maintenant c'est sûr c'est acté, mais un peu comme dans un monde à la Harry Potter finalement. J'allais dire la passe miroir, mais non, parce qu'on n'est que dans le monde fantastique. Alors que dans Harry Potter, on est dans un univers réaliste, enfin réel au départ, et après on tombe dans un univers fantastique. Là, c'est la même chose, et c'est toujours un peu déstabilisant parce que il faut pas s'attendre à trouver quelque chose de terre à terre. Il faut vraiment lâcher prise. C'était hyper beau, c'était très très poétique. La plume de Julia Thévenot est extrêmement poétique. Elle a quelque chose à la Clémentine Beauvais, à la Sarah Crossan, un peu avec. Il y a des jeux au niveau de l'écriture, au niveau de la typologie et tout ça. C'était très beau. C'était
le personnage de Tristan, moi, c'est un personnage qui m'a beaucoup touchée, mais parce que je suis très touchée par les personnages qui ont une forme d'autisme, quelle qu'elle soit, que ce soit Asperger ou des autismes plus gros, si j'ose dire. Pardon si je n'utilise pas les bons termes. Et voilà, je trouve elle sort de tout ce à quoi on peut s'attendre dans ce récit, l'autrice. Elle va pas du tout là où on l'attend. Euh, Il y avait des moments où j'étais là, je comprends pas, je revenais un peu en amont, ah ouais, je comprends, mais c'est pas si complexe. Alors attention, c'est pas un récit jeunesse. Pour moi, ça n'est pas du tout un récit jeunesse. C'est un récit young adulte, au même titre que La Passe Miroir, au même titre que Lady Hélène. C'est pas doudou. C'est pas doudou. C'est quand même des choses, il y a quand même des sujets qui sont abordés qui sont lourds. On a quand même l'avantage d'avoir des personnages féminins corpulents. Et ça, c'est pas souvent décrit dans les livres plus young adultes. Ça allait de plus en plus, mais là, c'est clairement dit. Surtout, c'est pas ça qui les définit en fait. Leur beauté peut être définie par leur rondeur, mais c'est pas comme ça que l'autrice va décrire ses personnages. Enfin voilà, elle les a décrites une fois, deux fois, enfin à chaque fois c'est écrit avec beaucoup de poésie, beaucoup de finesse. Vraiment, c'était assez incroyable. Ça me donne envie de découvrir d'autres romans de l'autrice. Elle a une plume très particulière, mais très touchante, vraiment extrêmement touchante. Je suis très contente d'avoir effectué cette lecture. Je regrette pas de ne pas y être allée avant parce que j'y suis allée au moment où il fallait. Elle a quelque chose de magique, elle a quelque chose de fantastique, clairement. Et si ça vous tente, il faut juste partir en se disant, ok, vas-y, emmène-moi. Je lâche prise et on y va. Parce que si vous commencez à lutter en essayant de faire du rationnel, c'est mort. J'ai lu ensuite Mythes et légendes celtiques de Mille Foy, que j'ai reçu en service presse de la part de la maison d'édition Inis, que je remercie infiniment, pardon. Alors c'est un livre assez court, je ne l'ai pas lu d'une traite. En fait, à chaque fois, c'est découpé en chapitres et j'ai décidé de lire un chapitre, d'arrêter de lire un chapitre. Est-ce que j'ai le découpage? Voilà, on a le découpage ici en chapitres. Donc, carte de l'île d'Emeraude, personnages et prononciation, bon, ça c'est le début. Les premiers envahisseurs de l'Irlande, les seigneurs des tertres des fées, le secret du roi, etc., etc. Le livre de Taliesin, ou Taliesin, je ne sais pas. Et c'était hyper agréable. Chaque mythe, chaque légende était à peu près sur une dizaine, une vingtaine de pages, ça dépend. Et c'était hyper agréable parce que c'était bien dosé entre l'histoire contée et pas non plus trop romancée. C'est-à-dire on a vraiment sur le descriptif de la légende, mais qui est conté comme un conte, mais point trop d'infos. C'est quand même bien fait. Et, euh, et c'est marrant parce qu'il y a une légende que j'avais sur les dernières, là, sur la table ronde, que j'avais déjà lue. Je disais, mais ça me dit quelque chose. Et en fait, oui, c'est exactement le livre que j'avais lu sur la légende arthurienne. Le premier livre qui a été publié sur la légende arthurienne, ça reprend vraiment l'histoire. C'est très précis, c'est bien fait. On s'y perd un peu au niveau des noms, c'est pour ça que c'est pas plus mal d'en lire un, de le poser, d'en lire un, de le reposer. Mais je me suis vraiment régalée à découvrir ces légendes. Je pense que je les lirai et je pense que je les lirai à des plus jeunes parce que ça se lit, ça me rappelle ces contes pyrénéens qu'on me lisait quand j'étais petite et que j'adorais. J'adorais la lecture de contes et je prendrais plaisir à les lire à haute voix. Vraiment, j'ai envie de les lire à haute voix voilà, à des enfants évidemment. Enfin, je peux les lire à haute voix à des adultes, mais il y a un petit côté magique quand on les lit à des enfants. C'est vraiment une lecture super intéressante. Je sais qu'il existe plein de livres dans cette collection-là chez Inis. Ils ont mythes et légendes d'Égypte. Ils ont le Japon, la Corée. Rien que ça, la Corée, c'est pas souvent qu'on a des livres sur les fables et légendes coréennes. Et donc, du coup, alors c'est pas les mêmes, à part l'Égypte, sinon c'est pas les mêmes auteurs. Et du coup, bah, j'ai envie de voir avec la maison d'édition si je peux pas découvrir la suite parce que justement, c'était bien fait. Ce côté, ça, ça décrit, j'allais dire ça décrit, mais c'est pas une histoire vraie, je sais pas comment l'expliquer. Ça nous narre en fait, ça nous transmet cette légende, mais en même temps, elle est suffisamment saupoudrée pas de romance, mais de narration pour que justement on ne s'ennuie pas et qu'on n'ait pas un récit froid. En fait, c'est exact. Je vais terminer cette update lecture par une lecture jeunesse qui m'a beaucoup touchée, mais je pense pas autant qu'elle m'a pu toucher certains, mais c'est quand même une lecture que j'ai énormément appréciée.
J'ai lu Mémoire de la forêt, le tome 1 de Michael Brun-Arnaud et le tome 2, illustré par Sanoé chez l'École des loisirs. Alors d'abord, il faut que vous voyez une illustration au moins de Sanoé, parce que on parle tout le temps de Michael Brun-Arnaud, mais on ne parle pas tellement de Sanoé. Et pourtant, les illustrations sont absolument magnifiques. Moi, elles me touchent énormément. J'ai une maison dans les arbres, j'adore. D'ailleurs, j'ai fait rentrer des arbres dans ma maison dernièrement. Là, c'est voilà, j'adore les maisons dans les arbres. J'aurais dû être une souris et vivre dans une maison arbre. On va suivre ici l'histoire d'Archibald, qui est Archibald Renard, qui tient une librairie qui est très particulière, qui est une librairie où il y a les livres qu'en un seul exemplaire, jusqu'au jour où Ferdinand Top va venir le voir pour récupérer son bouquin. C'est hyper important, il veut récupérer son bouquin. Et en fait, Archibald ne le trouve pas et surtout, il ne sait plus du tout à qui il l'a vendu. Donc, ils vont partir à l'aventure tous les deux. Et en fait, Ferdinand Top, il est atteint d'une maladie qui s'appelle l'oubli-tout et qui est en fait la maladie d'Alzheimer. Alors, j'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai beaucoup aimé suivre les aventures. Je n'ai pas pleuré parce que je pense que j'avais trop entendu de témoignages émouvants sur ce livre. Donc peut-être que je m'attendais trop à de l'émotion et que du coup, je me suis un peu contenue. Par contre, ce que je peux souligner et ce que j'ai adoré, c'est que l'auteur nous parle de la maladie d'Alzheimer, mais pas seulement du fait qu'on oublie des choses. Parce que ça transforme également énormément le comportement. Il y a des changements qui se font à ce niveau-là. Et, c'est pas souvent. Enfin, on réduit la maladie d'Alzheimer au fait d'oublier les souvenirs. Et je pense que l'une des choses les plus difficiles pour les personnes qui sont proches d'une personne atteinte de cette maladie, c'est aussi tout ce changement de comportement qui peut être extrêmement blessant alors qu'il n'a absolument rien de personnel. Et aborder ça dans un récit jeunesse, je trouve que c'est bien fait, délicatement fait. J'ai eu la chance de croiser l'auteur et l'autrice et l'illustratrice à Brive. D'ailleurs, j'ai une illustration voilà, qui est magnifique. Ils étaient hyper gentils tous les deux, très accueillants. Il y avait beaucoup d'enfants qui étaient peu d'adultes. D'ailleurs, j'étais la seule. Et au moment où j'y suis allée, il y avait moins de monde. Et vraiment, ils ont été super sympas. Et enfin, voilà, je trouve que ce livre a au moins le mérite de parler de tout ça. Il n'a pas que ce mérite-là, il est très très bien écrit, il est très beau. Vraiment, c'est une lecture que j'ai adoré faire, dans laquelle je me suis sentie embarquée dès la première page, direct. C'est tout de suite, il y a eu un déclic qui s'est fait. C'est bien écrit en fait, donc on se prend au jeu, on se sent porté. Ces aventures qu'ils peuvent vivre sont très belles et elles ont au moins le mérite vraiment je pense, pour le jeune public, ça doit être hyper pas féerique parce que quand même il y a un côté un peu dur dans cette histoire, mais vraiment c'est un voyage, c'est un récit initiatique aussi quelque part pour le jeune lecteur à travers toutes ces aventures. Donc même si c'est pas dans le sens d'un début de vie, mais c'est plus le sens d'une fin de vie pour pour un de nos protagonistes, c'est une très belle aventure. J'aimerais bien, c'est Barbara, je crois, qui m'en parlait, qui me disait qu'elle serait curieuse de voir quel serait le retour de jeunes publics. C'est vrai que bah, sur les chaînes, bah, tout ce qui est lié au livre, on est sur de l'adulte et pas du jeune adulte ou même de l'enfant. Et c'est vrai que je serais curieuse de voir ce qu'en ont pensé les enfants. Peut-être qu'ils n'ont pas vu tout ce que vient disséminer Michael Brun-Arnaud dans ce récit. Mais en tout cas, c'est un très très beau récit que je ne peux conseiller qu'à toutes les tranches d'âge. Je pense que ça peut se lire à partir de très très jeune en plus. Et voilà, vraiment un très bel ouvrage qui est vraiment accompagné d'illustrations absolument magnifiques. J'en vous en cherche une qui ne vous spoilerait pas. Ah oui, petit plus, il y a un orchestre qui est abordé. Je regrette juste qu'on ne voit pas certains instruments. Hein. Voilà, je ne nommerai pas le corps, mais bon, je crois qu'on ne le voit pas. Voilà, par contre, on voit du basson, donc c'est une donnée non négligeable. Voilà, c'en est tout pour cette update lecture, où globalement, à part les sœurs Mitford, je me suis quand même régalée à faire toutes ces lectures. Et elles mettent aussi la barre un peu plus haute, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, je ne lirai plus ce qui me gave. Voilà. Dernièrement, comme je vous ai dit, j'ai abandonné une lecture. Quand un livre me plaît pas, j'arrête. En fait, j'ai une pile à lire qui est remplie de super bouquins, donc je ne vais pas aller m'embêter à lire des livres que je n'apprécie pas. Je vais les laisser à d'autres personnes qui les apprécieront à leur juste valeur. Voilà, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!